Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Jeff Wittenberg. Vous êtes avec nous en vidéoconférence comme nous le voyons. Emmanuel Macron parlera après-demain aux Français dans une allocution télévisée, mais on en parlait dans le journal il y a un instant. C'est dès aujourd'hui qu'on attend des mesures après un nouveau conseil de défense qui va se tenir à l'Élysée. Et beaucoup attendent notamment un assouplissement des règles concernant la réouverture des écoles. Y êtes-vous favorable ? Écoutez, on observe en tout cas que les indicateurs sur le plan sanitaire sont plutôt encourageants. J'ai vu encore ce matin dans votre journal qu'il y avait ça et là des clusters, donc la vigilance est toujours de mise. Nous n'avons toujours pas de traitement, toujours pas de vaccin et nous savons que le virus circule toujours. Mais vraisemblablement, effectivement, il circule moins et donc on doit pouvoir imaginer que la vie reprenne, mais toujours avec la vigilance la plus absolue. Nous devons nous habituer à vivre avec ce virus pendant un certain temps. C'est le cas bien sûr au travail. Il faut que toutes les conditions de protection soient réunies et bien évidemment également à l'école. Ça veut dire quand même, Adrien Quatennens, que la deuxième vague que Jean-Luc Mélenchon qualifiait à la tribune de l'Assemblée nationale, je le cite, d'inéluctable, pour l'instant, elle n'a pas lieu. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que les médecins et les scientifiques, qui étaient plusieurs à dire qu'elle était inévitable, il y a aussi des controverses dans la science, et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Vous savez, nous n'avons jamais souhaité rien d'autre que ça se passe bien. Par contre, il y a une deuxième vague qui, elle, est bien évidemment inévitable et qui a déjà commencé. C'est la deuxième vague économique et sociale. Et celle-ci, effectivement, nous attendons qu'Emmanuel Macron y réponde, et si possible, y réponde avec des paramètres qui ne soient pas les mêmes qu'avant la crise. Quand Emmanuel Macron nous dit finalement on a une mauvaise passe et puis ensuite on reprend le cours de l'histoire comme avant, c'est une erreur fondamentale. L'ampleur de la crise est aussi une opportunité, l'opportunité de procéder à quelques grandes bifurcations, sans quoi, je vous le dis, Jeff Wittenberg, nous ne serons pas prêts à affronter les prochaines crises. Elles seront peut-être d'une autre nature, peut-être pas sanitaire, mais songez par exemple à la crise climatique. Elle va nécessiter autre chose comme plan d'action que de s'évertuer à ce que les Françaises et les Français achètent des voitures, comme le fait Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous fait dire que Emmanuel Macron a dit qu'on ferait comme avant, que tout cela ne serait qu'une parenthèse ? Il doit s'adresser dimanche aux Français et défendre normalement sa politique économique, notamment le nombre de milliards que l'État plutôt a injecté dans l'économie, 460 au total pour les entreprises, pour les travailleurs. Pour vous, ce n'est pas assez, ce n'est qu'une parenthèse. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne continuera pas ? Disons les choses très franchement, tout ce qui a été fait pour préserver l'emploi, je pense particulièrement au dispositif de chômage partiel, était absolument nécessaire et nous le saluons. Là n'est pas le souci. Mais quand Emmanuel Macron nous dit qu'il s'agit maintenant de relancer la machine, nous interrogeons quel type de machine s'agit-il de relancer et pourquoi faire ? N'est-ce pas l'occasion de s'interroger sur nos modes de production, d'échange, de consommation ? Parce que, Jeff Wittenberg, cette crise que nous connaissons n'est pas seulement une crise sanitaire, vous le voyez bien, c'est l'échec d'un certain modèle économique, c'est l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché, le laisser-faire à l'État et à la planification, c'est l'échec de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde, qui d'ailleurs se poursuit encore au cœur de la crise du Covid par la signature de traités de libre-échange, plutôt que de relocaliser les activités indispensables et essentielles. C'est aussi l'échec, à certains égards, des Eurobéas qui ont appliqué avec beaucoup de zèle les recommandations de la Commission européenne, notamment en matière d'austérité dans la santé, avec le résultat que l'on connaît. Donc, si vous voulez, en dehors des discours présidentiels qui appellent à la réinvention, nous attendons d'Emmanuel Macron qu'il pose des actes qui soient en rupture avec la politique à travers par exemple, le plan pour l'automobile, le plan pour l'aéronautique, vous ne voyez pas d'actes concrets, le plan pour le tourisme. Vous pensez que le pouvoir actuel est incapable de changer de politique, celle que vous dénoncez ? Est-ce que vous en avez la preuve ou est-ce que vous en avez juste la conviction ? Mais Jeff Wittenberg, vous avez l'impression que ces plans sont dictés par une trajectoire précise, par exemple de planification écologique ? Assurément non. Ce qu'il s'agirait de faire aujourd'hui, c'est d'orienter toute notre économie vers le fait de relever les prochains grands défis, et notamment celui de la crise climatique, d'appeler tous les savoir-faire, les compétences de ce pays à se lever le matin pour faire autre chose que simplement relancer la machine pour le plaisir de la relancer. Bien sûr, il faut préserver l'emploi, mais nous avons d'autres crises à affronter, il faut s'y préparer, sans quoi nous allons les atteindre avec le même niveau d'impréparation que la crise sanitaire que nous connaissons. Enfin, vous parlez des milliards qui ont été donnés d'argent public. Vous voyez que souvent, ce sont des milliards avec lesquels l'État arrose les entreprises sans demander aucune contrepartie en matière sociale et environnementale. Résultat, certaines entreprises licencient, d'autres préparent des plans sociaux et finalement... Et que préconisez-vous sur ce point-là ? Vous préconisez une interdiction, un moratoire sur les licenciements ? Eh bien, d'abord, il faut impérativement conditionner l'argent public et les aides d'État à des objectifs sociaux et écologiques. Oui, bien évidemment, on ne peut pas tolérer que des milliards soient dilapidés comme cela et qu'ensuite des entreprises continuent des plans sociaux avec pour seul objectif d'améliorer leurs profits et leur financement.
Juste une chose, vous parlez des milliards d'argent public, il y a aussi la question de la dette qui est centrale. Vous avez entendu Mme Merkel et M. Macron lors de leur conférence de presse vous dire que de toute façon, ces dettes devraient être remboursées dans le respect des traités européens. Mais moi, je vous le dis tout de suite, Jeff Wittenberg, Mais ce n'est pas si la seule l'urgence, ont-ils dit aussi. que l'on offre aux générations suivantes, c'est de rembourser la dette, alors nous ne serons pas à la hauteur des prochains défis. Rien que la planification écologique, voyez-vous, ce sont des milliards qu'il faut encore investir. Donc je crains, si vous voulez, qu'après la crise soit comme avant la crise, c'est-à-dire on referme la parenthèse et on recommence tout comme avant. Non, c'est une opportunité de changer les choses en profondeur, je le crois. Alors, vous avez aussi des craintes sur la santé, vous l'avez évoqué rapidement, une grande journée d'action des personnels des hôpitaux, des soignants est prévue le 16 juin. Le gouvernement, là aussi, a proposé un plan, un Ségur de la santé, comme il y avait eu un Grenelle après mai 68. Olivier Véran s'est engagé à ce qu'il y ait une revalorisation des métiers, des augmentations de salaire, des augmentations de budget. Pour l'instant, vous n'y croyez pas, vous demandez à voir là aussi. Écoutez, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre une crise comme celle du Covid-19 pour que le gouvernement daigne enfin s'intéresser au personnel de santé. Alors que vous le savez, bien avant le Covid-19 déjà, pendant plus d'un an et demi, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public était en grève, en manifestation, avec des revendications qui sont profondément les mêmes qu'aujourd'hui. Alors oui, le 16 juin prochain, c'est mardi, j'appelle tous les Français qui, pendant la crise du Covid-19, étaient le soir à leur fenêtre, à leur balcon à 20 heures, eh bien, à descendre dans la rue avec le personnel de santé pour que enfin le gouvernement les entende et traduise dans la loi leurs revendications. Il y en a quelques-unes qui sont bien connues. Un plan d'embauche massif pour soulager les effectifs dont on a bien vu qu'ils étaient en tension à l'hôpital, des revalorisations salariales parce que le niveau de salaire, notamment des infirmières dans notre pays, est en bas du classement de l'OCDE et ça n'est pas tolérable. Et puis qu'on en finisse avec cette politique de fermeture de lits qui, Jeff Wittenberg, en 15 ans, nous a fait perdre 69 000 lits d'hôpitaux, précisément parce que la Commission européenne recommandait aux États membres de faire des économies sur la santé. Emmanuel Macron a dit récemment la santé n'a pas de prix. Eh bien, si la santé n'a pas de prix, eh bien, quoi qu'il en coûte, qu'ils mettent l'argent sur la table pour soulager le personnel. Autre sujet, vous avez observé que les policiers sont aujourd'hui très remontés, en colère contre un grand nombre de policiers, en tout cas, contre Christophe Castaner, qu'ils accusent de les avoir lâchés en parlant de sanctions en cas de soupçons avérés de racisme. Qui a eu tort, le ministre de parler de soupçons de racisme dans la police ou bien les policiers aujourd'hui? Je ne vais pas me faire l'arbitre du match entre le ministre et les policiers. Vous dire une chose, il ne s'agit pas de faire des généralités, mais Jeff Wittenberg, dans police républicaine, il y a républicaine. Et quand un policier frappe un homme à terre, quand un policier traite de sale bougnoule un citoyen ou de sale PD, eh bien, il n'a rien à faire dans les effectifs de la police républicaine. Nous appelons à la pacification de la relation entre la population et sa police. Et pour cela, oui, il y a des choses à faire dans la police, c'est une évidence, et on le voit bien, car les violences policières, désormais, tout le monde sait que ça existe, et peu maintenant continuent à le nier. Mais est-ce que c'est une minorité de policiers qui agissent ainsi, M. Catenins? Est-ce que c'est une minorité de policiers? Ou est-ce que vous globalisez ce phénomène? C'est sans doute une minorité à l'échelle des effectifs de la police, mais on voit en tout cas que c'est un phénomène qui s'accroît, et on voit aussi la manière dont agissent certains syndicats de police. Donc oui, il y a des choses à faire dans la police pour qu'elle redevienne véritablement républicaine à tous les étages, et je n'ignore pas que beaucoup de policiers ont à cœur de respecter leur mission et de la mener à bien avec les valeurs de la République au cœur, mais il y a des choses à faire, oui. Par exemple, on pourrait imaginer une refondation du code de la déontologie au sein de la police, de manière à y réintégrer certaines missions qui, par exemple, ont disparu lorsque Manuel Valls les a supprimées en 2014. C'est un autre sujet, on ne peut pas... Malheureusement, on n'a pas le temps de développer toutes vos propositions sur ce sujet-là. Merci beaucoup, en tout cas. Le récépissé sur le contrôle d'identité de Jeff Wittenberg, une proposition que nous avions formulée, qui avait porté le député Coquerel. Ça me paraît être une absolue nécessité. Nous allons d'ailleurs la relancer. C'est un débat qui existe effectivement depuis plusieurs années. Merci Adrien Catenins.